Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici au 89C3, au centre de la direction de la transformation du digital et de la data du groupe BPCE, que je remercie de nous accueillir aujourd'hui. Bienvenue, chers clients, chères clientes, à cette première visioconférence organisée par la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne sur le thème des marchés financiers et aussi sur un certain nombre de préoccupations que vous nous avez remontées et on a souhaité aujourd'hui les partager avec vous. Pendant ce confinement, vous avez été nombreux à échanger avec nos collaborateurs, nos experts, à faire part parfois de vos inquiétudes, des orientations qu'il fallait prendre, mais aussi avoir un peu plus d'informations sur ces leviers que nous pouvions avoir dans cette crise du coronavirus pendant cette période qui a été plutôt complexe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité aujourd'hui partager avec vous cette première réunion sur ce thème des marchés financiers dans cette crise du coronavirus. Pour animer avec moi cette intervention, nous avons le plaisir de recevoir deux éminents spécialistes des marchés financiers pour vous éclairer le plus simplement possible sur ces sujets de préoccupation majeure. D'abord, accueillir Madame Véronique Calmès, avec laquelle j'ai le plaisir de travailler au quotidien et qui est la directrice de la gestion sous mandat, la gestion de portefeuille pour le compte de nos clients au sein de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Bonjour Véronique. Bonjour Serge. Et puis nous recevons Marc Riès. Marc Riès, vous êtes le directeur général de Vega Invest Manager. Vega Invest est une filiale du groupe BPCE spécialisée dans la gestion de patrimoine et notamment dans la gestion de fonds et d'actifs. Beaucoup de nos clients vous connaissent déjà puisque vous êtes un invité récurrent de par votre expertise du plateau de BFM Business. Nous vous retrouvons aussi dans les émissions de Intégral Bourse. Et puis on vous suit sur les plats, pour les initiés, sur les plateaux de Marc Ferrantino dans l'émission C'est votre argent. Votre expertise, on peut aussi la retrouver dans un certain nombre de journaux financiers. Et je sais que vous avez un agenda très chargé. Donc merci beaucoup Marc, bienvenue. C'est un plaisir Serge. Je vous propose, sans plus attendre, de rentrer dans le vif du sujet avec une première interrogation partagée par bon nombre de nos clients. Quand on parle des marchés financiers dans cette crise, il y a forcément des impacts, il y a forcément des conséquences sur notre économie et notamment sur la croissance. Oui, en effet, des marchés qui ont été un peu pris de court par cette crise du coronavirus. Il faut comprendre qu'à partir du 19-20 février, ils se sont dit, en fait, cette pandémie, elle va obliger à mettre à l'arrêt des pays entiers, des économies entières. Et donc, on a très vite fait nos calculs. On s'est dit, voilà, si une économie est confinée, eh bien, le PIB, la richesse qu'elle produit au quotidien, va chuter d'à peu près un tiers pendant toute la période de confinement. En gros, si vous voulez, une économie confinée tourne aux 2 tiers de son rythme normal. Ça veut dire que tous les mois où l'économie est confinée, on perd un peu plus de 3% de PIB. Très vite, les marchés se sont ajustés puisque entre le 20 février et le 16 mars, point le plus bas en Europe, les marchés européens ont perdu à peu près 40% de leur valeur initiale. Donc quelque chose qui a été très rapide, une baisse très violente. Et qu'est-ce qui a permis finalement de juguler cette hémorragie? Ça a été une réaction extrêmement rapide et efficace des autorités publiques. De deux natures. D'abord une intervention monétaire. La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne ont mis à disposition des entreprises et des marchés des centaines de milliards très vite pour permettre justement au système financier de ne pas vivre en plus une crise de liquidité. Et deuxièmement, les gouvernements, eux, ont mis en place des mesures de soutien budgétaire très importantes. Ils ont pris à leur charge en fait le coût du chômage temporaire. Ils ont aidé les entreprises via des prêts garantis par les États. Résultat des courses, le marché, voyant ces mesures fortes et rapides, ont rebondi et très vite, ils ont regagné une partie assez notable de la baisse. En Europe, en gros, on est aujourd'hui à moins 16, selon les pays, entre moins 13 et moins 16% du niveau d'avant la crise. Et ça, c'est grâce à la rapidité et l'efficacité des mesures publiques qu'on a pu, comme ça, limiter la caisse. Merci Marc pour cette première analyse et puis ces éclairages qui nous permettent de rentrer effectivement dans le vif du sujet. Alors, on se le dit, alors bien sûr, des conséquences parfois importantes sur différents pavés de notre économie, mais plus précisément, Véronique, quels sont pour vous les impacts de cette crise sur notamment les cours du pétrole, par exemple? Alors, les cours du pétrole se sont effondrés pendant cette période-là.
Depuis le début de l'année, on enregistre environ 30% de baisse sur les prix du pétrole, mais cette baisse s'est faite en 2 phases. Sur la première partie en fait de la période, on a assisté à une demande qui s'effondrait. C'est parfaitement logique puisque lorsqu'on confine une population, on a à peu près 3 milliards de personnes qui ne travaillent plus, qui ne prennent plus les transports, qui ne produisent plus. Donc là aussi, toute la production est tirée à la baisse. Et donc, forcément, vous avez des prix du pétrole qui baissent. C'est ce que vous voyez sur le graphique. On est arrivé à peu près à 20 $ le baril. Alors, ça pose évidemment des problèmes puisque les pays producteurs de pétrole n'ont pas un point mort, c'est-à-dire un cours à partir duquel, évidemment, ce prix du pétrole est rentable, cette exploitation du pétrole est rentable, qui est à 20 $, puisque la Russie se trouve à un point mort d'environ 42 $ et le baril, et les États-Unis à peu près à 50 $ le baril. Le deuxième facteur qui a expliqué en fait cette forte baisse, c'est une offre surabondante. Donc d'un côté, vous avez une demande qui s'effondre, de l'autre côté, vous avez une offre excessive. C'est en fait quand on considère les principaux pays producteurs de pétrole aujourd'hui, vous avez donc en premier les États-Unis, en deuxième la Russie, en troisième l'Arabie Saoudite. Et ce qui s'est passé pendant cette période-là, c'est qu'à la fois la Russie et l'Arabie Saoudite se sont fait une espèce de course au volume. C'était à qui produirait le plus pour essayer de compenser finalement ce manque à gagner compte tenu de la baisse des prix. Alors, si on en rajoute encore sur la production, évidemment, ça n'arrange pas les choses et ça a largement contribué également à la baisse de ce prix du pétrole. Bien sûr, les États-Unis, de leur côté, ont continué à produire. Ils ont des coûts d'exploitation à couvrir et donc il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Et puis, on a eu un événement important le 12 avril, puisque le 12 avril, enfin, les pays dits de l'OPEP+, c'est-à-dire les pays de l'OPEP et la Russie, ont trouvé un accord historique et qui était bien nécessaire, sinon on ne savait pas trop où on allait se retrouver au niveau de ces fameux prix du pétrole, et ont décidé de baisser leur production de 10 millions de barils par jour. Alors, il faut se rendre compte que ça représente à peu près 10% de la production journalière. Alors, ceci dit, ça n'a pas tout de suite eu l'effet escompté parce que la demande qui manquait, à cause du confinement, à cause de cet arrêt de l'économie, se situait entre 20 et 25. Donc, on ne compensait pas totalement le manque de la demande. Et puis, il y a eu un phénomène un petit peu, encore un phénomène inédit. On en a vu beaucoup, des phénomènes inédits pendant cette période-là, il faut bien le dire. C'est qu'on a enregistré sur le WTI, donc le WTI, c'est la référence américaine du prix du pétrole, alors pas sur le WTI en lui-même, mais sur les contrats à terme du WTI, un prix négatif du pétrole. Alors ça ne s'était jamais vu et je pense que ça mérite un petit peu d'explication. Donc qu'est-ce que c'est qu'un contrat à terme? Un contrat à terme, c'est un acheteur et un vendeur. L'acheteur de ce contrat s'engage à acheter une matière première, par exemple, ça pourrait être une action, ça pourrait être autre chose, mais dans le cas qui nous préoccupe, on est bien sur la matière première pétrole, donc s'engage à acheter un volume de pétrole à un prix donné, à une échéance donnée. Donc, en l'occurrence, ces fameux contrats, c'était les contrats fin mai, à échéance fin mai, qui se négociaient et dont la tombée était le 21 avril. Donc le 20 avril, quelqu'un qui se retrouve avec des contrats qui l'obligeraient théoriquement, s'il ne les revend pas, à acheter du pétrole avant fin mai, alors que les capacités de stockage sont complètement pleines et qu'il n'y a pas moyen de stocker ce pétrole-là,
et finalement, il court à la catastrophe. Et donc, il revend en catastrophe. Et c'est pour ça qu'on a eu ce 20 avril, veille de l'échéance, veille de la négociation des contrats à échéance fin mai, une vente massive de ces contrats futurs et donc une incursion en territoire négatif très sensible, hein, moins 37 $ le baril, c'est quand même pas rien, c'est vraiment du jamais vu sur le prix du pétrole. Et puis, donc ça a été un phénomène purement technique qui n'a pas duré plus que ça, et heureusement d'ailleurs. Et ensuite est arrivé le déconfinement. Donc, avec le déconfinement, reprise évidemment d'une certaine production industrielle, reprise dans une moindre mesure des transports, et les effets également de l'accord du 12 avril ont permis au pétrole de retrouver quelques couleurs. On n'est pas encore au niveau qui permettent aujourd'hui, par exemple, aux Américains d'avoir une exploitation rentable, mais on revient vers des niveaux un peu plus raisonnables, entre 40 et 43 $ le baril à peu près. Alors, les conséquences, effectivement, sur l'économie, elles sont à double tranchant, on va dire. Cette baisse du prix du pétrole, puisqu'on est quand même en dessous de la moyenne, elle est évidemment favorable aux importateurs de pétrole, et les deux plus gros importateurs de pétrole sont l'Europe et la Chine. Elle est par contre très défavorable aux sociétés pétrolières, hein, dont on a vu les impacts sur les marchés. Hein. Le cours des sociétés pétrolières a enregistré pendant cette période-là une baisse bien plus importante que les marchés en général, et les indices comprenant des sociétés pétrolières en grande quantité, en tout cas pour un poids important, ont été plus maltraités que les autres indices. Et puis, un point qui est intéressant aussi, c'est que la dette d'entreprise américaine est particulièrement, contient un vivier particulièrement important de sociétés pétrolières. Et ces dettes se sont donc négociées avec beaucoup de difficultés. Ça a fait beaucoup de buzz sur les dettes d'entreprises à haut rendement, comme on les appelle, de sociétés pétrolières, avec beaucoup de désordre qui a fini par se normaliser également. Merci beaucoup Véronique pour cette analyse complète. On le voit, chers clients, vous êtes plus de 250 à être connectés et vos réactions, parce que vous le savez, vous pouvez réagir en live en questionnant nos spécialistes sur vos interrogations diverses. On le voit aussi, un sujet qui revient fréquemment, ce sont les déficits publics. Alors, voilà. On en parle beaucoup. Alors, ils étaient déjà importants, Marc, avant la crise. Ils se sont très certainement creusés un peu encore. Et puis, quand on parle de marché financier, comment ils réagissent par rapport à ce déficit foncier? Et surtout, est-ce qu'ils ont été affectés? Et si oui, de quelle manière? C'est tout le risque, en fait, de ce genre de crise, c'est qu'à partir d'un élément donné, on a des enchaînements qui peuvent déclencher une crise financière. Véronique a très bien décrit le fait que le pétrole, par son effondrement, risquait de générer une crise du marché du crédit avec des défauts d'entreprises pétrolières. Et là, le gros élément sur lequel le marché s'est focusé à ce moment-là, à partir de la mi-avril, c'était de se dire, finalement, ce sont les États qui vont prendre à leur compte toutes ces dépenses, mais tous vont-ils avoir la capacité de financer tout ce déficit? Et là, finalement, la question ne s'est pas trop posée pour les États-Unis, parce qu'on savait que la Réserve fédérale allait financer le Trésor américain sans limite, ils l'ont dit d'ailleurs. Le sujet s'est focusé sur le cas de l'Italie. Le cas de l'Italie était particulier, d'abord parce qu'ils ont été tôt et très touchés par la crise, mais aussi parce que dès avant la crise, déjà, il y avait en Italie un déficit public cumulé de plus de 137% du PIB italien. Et donc, le marché s'est dit, on risque d'avoir ce qu'on a vu en 2012 avec le défaut de la Grèce, une Italie qui est incapable de financer ses dépenses, que le marché ne suivra plus, et ça pourrait finalement générer une crise financière de grande ampleur, qui n'a pas grand-chose à voir avec le virus lui-même, mais qui en tout cas le virus a déclenché. Et donc, tout le sujet, c'est que finalement, depuis fin mars, où le marché avait déjà rebondi jusqu'à mi-mai, on a eu un marché qui a tourné autour de 4400 à peu près sur le CAC, parce qu'on ne savait pas trop ce qui allait arriver de l'Italie. Est-ce qu'elle allait être dégradée? Est-ce que les Européens seront à son soutien? Et donc, on a essayé de comprendre un peu quels étaient les cas de figure, comment les États, en fait, allaient pouvoir faire face
à ce problème. Il y a eu d'ailleurs là-dessus des travaux très intéressants de l'école de la Business School de Toulouse qui ont été bien résumés par un travail qu'a fait Jean Tirole, notre prix Nobel d'économie français récent. Et donc, à partir de ces travaux, on a essayé d'évaluer un petit peu la situation. Oui. En gros, l'idée, c'est de dire, eh bien, il y a que 4 choses que peut faire un État quand il est face à une situation comme ça de quasi-faillite. La première, évidemment, c'est d'augmenter les impôts et les prélèvements. Mais ça, on voit bien que si on veut financer de la relance, c'est assez inefficace. Alors certes, il y avait eu le cas à Chypre d'un État qui avait confisqué les dépôts des épargnants sur les comptes bancaires au-dessus de 100 000 € de dépôt. Mais à Chypre, c'était différent, c'était de l'argent qui appartenait à des sociétés offshore détenues par des citoyens russes. Donc ce serait très très difficile de faire la même chose dans un pays comme l'Italie ou comme l'Espagne ou comme la France. Donc pour le coup, cette piste de l'augmentation des impôts, on l'a un peu éludée. La deuxième piste, si vous voulez, c'était une restructuration de la dette. En gros, c'est ce qu'a fait la Grèce en 2012, c'est de dire je te dois 100 € dans un an, je vais te rembourser seulement 50 € et dans 10 ans. Donc là, évidemment, c'est aussi une solution qui était très mauvaise pour les marchés, parce que quand un État fait ça, pendant plusieurs années, il ne peut plus émettre sur les marchés. Et donc, c'était vraiment très inapproprié, en particulier pour l'Italie, qui avait besoin de beaucoup d'argent rapidement pour financer son plan de relance. Cette solution-là aussi, elle a été assez vite écartée. Et donc finalement, on est dans un mix entre 2 possibilités. La première, c'est la solidarité européenne. Et ce qui a permis au marché de connaître depuis mi-mai une nouvelle phase de hausse, c'est justement le fait qu'on voit qu'il y a maintenant une Allemagne solidaire des autres pays européens qui est prête finalement à cautionner, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'alors. Alors il y a eu ce plan Macron-Merkel au départ de 500 milliards d'euros, la Commission européenne l'a porté à 750 milliards. Ce qu'on voit, c'est que grâce à cette crise, finalement, on avance dans la construction européenne et qu'on a un peu de solidarité au niveau européen. Bien évidemment, si vous voulez, ces sommes-là, elles ne sont pas suffisantes pour régler tout le problème de la relance de la zone euro. Même 750 milliards, c'est finalement beaucoup moins que les 3000 milliards que les Américains ont mis sur la table, etc. Et donc, il reste finalement un acteur, on le voit, qui est vital dans tout ce contexte, c'est la Banque Centrale Européenne. Parce que finalement, que fait la Banque Centrale Européenne? Eh bien, elle vient sur les marchés racheter très massivement la dette que les États ont émise. Et là, en l'espèce, deuxième novation de cette crise, c'est que jusqu'alors, elle avait l'obligation de n'acheter les dettes des différents pays qu'au prorata de leur poids dans la zone euro. Et là, grosse nouveauté, elle peut acheter massivement, dans le cadre de son plan pandémie, de la dette italienne. Et ça a permis, si vous voulez, de se rassurer sur la capacité qu'aurait l'Italie, l'Espagne, peut-être demain la France, à financer ces énormes dépenses publiques nécessaires pour relancer l'économie. Et pour le coup, c'est quelque chose qui a beaucoup rassuré les marchés et qui fait que depuis quelques semaines, on a eu une nouvelle phase finalement de hausse. Le CAC était autour de 4004, il est autour de 4009, donc il a repris 10% récemment grâce à ce phénomène-là. Pour nous, c'est un élément rassurant et je pense que ça conforte l'idée que dans ces crises, dans ces moments un peu difficiles, très anxiogènes, c'est là finalement qu'il faut essayer de trouver de bonnes affaires et d'avoir une stratégie qui reste active et qui essaie de profiter, sans cynisme évidemment, mais de ces moments-là pour racheter des belles valeurs de croissance. Très bien. On se rend compte qu'il y a, dans toutes ces inquiétudes, c'est normal, les situations de crise, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais il y a aussi, et vous le décrivez très bien, des opportunités. Exactement. Et puis des effets de rassurance. Mais moi, je suis client d'une banque, et dans ce contexte global que vous venez de commenter tous les deux, quelles seraient pour vous les stratégies d'investissement à tenir ou à privilégier dans ce contexte que nous venons de poser? Véronique, vous... Oui, je prends. Je crois que d'abord, il faut garder son sang-froid. Ça, c'est un élément primordial dans des marchés qui sont très secoués. C'est que la pire des stratégies, évidemment, c'est de vendre au plus bas. On pourrait être tenté, lorsqu'on est face
à une inconnue majeure, parce que ce virus est très clairement une inconnue majeure, de sortir précipitamment des marchés, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Bon, ensuite, bien sûr, il faut avoir un placement qui corresponde à l'horizon de placement et le degré de risque qu'on est prêt à prendre. Ça, c'est vraiment la base de n'importe quelle stratégie d'investissement. Ensuite, à l'intérieur de cette stratégie, ce que nous avons fait, c'est que nous avions commencé l'année un petit peu liquide, parce qu'on avait atteint un niveau de marché qui nous semblait assez satisfaisant après une très belle année 2019. On avait quand même la conscience des risques qui étaient présents sur le marché en ce début d'année 2020, même si honnêtement, ce n'était pas forcément le coronavirus qui nous venait au tout début à l'esprit. Donc, on a commencé, lorsque ce virus s'est propagé en Europe, à vendre, même un peu avant, à vendre des dossiers qui clairement ne pourraient pas supporter la crise. Des dossiers qui, je pense à des valeurs comme Air France par exemple, où clairement l'activité ne serait jamais retrouvée. Donc ça, c'est ce qu'on a fait tout au début. Ensuite, on a réinvesti par palier. Ça, je crois que c'est aussi une leçon qu'on peut tirer de ce genre de crise, c'est que il ne faut pas croire, même quand on est des professionnels, qu'on va trouver pile le point bas et qu'on va pouvoir remettre l'argent dont on dispose au meilleur moment. C'est du rêve. Je pense que c'est du rêve. C'est pas de la réalité, c'est du rêve. Donc, on s'est fixé des paliers pour réagir en fonction des marchés. Et on continue aujourd'hui, puisque une des caractéristiques de ces crises-là, c'est qu'on assiste à des marchés très volatiles, donc des marchés susceptibles d'enregistrer des variations extrêmement importantes d'une journée à l'autre. C'est essayer de tirer parti de ces opportunités, de ces points bas ponctuels pour rentrer sur le marché. Ensuite, là, évidemment, ce qui est très important également, c'est le type de valeur qu'on va rentrer dans nos portefeuilles. Donc, nous cherchons bien sûr des valeurs de croissance qui sont capables de supporter une telle crise, qui sont capables d'aller au-delà de cette crise, des valeurs qui offrent une visibilité suffisante dans un contexte pourtant très agité, des valeurs également très solides financièrement, parce que on a vu des valeurs complètement massacrées rebondir de 10-20% dans une seule séance. C'est pas du tout ce que nous privilégions. Nous ne jouons pas avec l'argent de nos clients. Nous investissons pour le moyen, long terme. C'est le principe d'un investissement action. Et nous avons également privilégié des valeurs à volatilité un petit peu plus faible que le marché, c'est-à-dire des valeurs qui bougent moins que le marché lui-même, et en essayant d'avoir une diversification suffisante, une décorrélation suffisante. Alors, dans le cadre de nos investissements, nous avons utilisé des fonds Vega, et en particulier le fonds Euro-Opportunité. C'est vrai. Que je laisse Marc commenter. Merci beaucoup Véronique. D'abord, merci de ta confiance, parce que c'est effectivement un acte de confiance de choisir nos fonds. C'est vrai que notre philosophie, ça a toujours été celle-là, c'est de se dire finalement quelles sont en bourse les valeurs qui, dans la durée, s'en sortent bien. On voit qu'il y a un certain nombre de dénominateurs communs au succès boursier qui sont fondés sur le fait déjà d'être sur un métier porteur dont le chiffre d'affaires, au fil des ans, s'accroît parce que ça correspond à des tendances de consommation, à des évolutions naturelles du monde des affaires. Et quand on regarde finalement le tableau des secteurs qu'on a affiché tout à l'heure, on voit bien qu'il y a des grands vainqueurs finalement de ça. Évidemment, le secteur de la technologie, avec une crise qui montre l'importance grandissante de l'équipement informatique, du cloud, du travail à distance, de tous les outils qui permettent finalement de travailler sans se déplacer. Donc ça a été quelque chose d'extrêmement marquant, ce succès des valeurs technologiques. Évidemment, les valeurs pharmaceutiques aussi, qui correspondent bien à cette définition de valeurs de croissance où les marges sont importantes, qui ont de la visibilité, puisque une molécule, on le sait, elle va être donnée pour une quinzaine, une vingtaine d'années à un laboratoire, qui pendant ce temps-là va pouvoir vendre ce traitement sans générique.
et puis évidemment la présence de barrières à l'entrée, de brevets, etc. Donc des secteurs de cette nature. Un autre secteur également qui tire parti de ce qui se passe, c'est le secteur de ce qu'on appelle les services publics, c'est-à-dire tout ce qui est infrastructure, en réseau d'assainissement d'eau, d'électricité, etc. Et donc ça, c'est des valeurs, vous voyez, qui depuis le début de l'année sont positives. Alors qu'à l'autre extrémité du panel, à l'autre extrémité des métiers, vous sentez qu'il y a des métiers qui finalement souffrent énormément de cette crise et pour lesquels cette crise a été un accélérateur finalement d'un déclin qui était déjà engagé depuis longtemps. Je pense par exemple au secteur du pétrole, qui, Véronique l'a expliqué, a été énormément secoué par cette crise. Les banques, c'est pas facile pour elles parce que les taux, pour le coup, risquent de rester très durablement bas et donc leur marge naturelle est quand même durablement érodée. Le secteur, évidemment, de l'automobile, où on voit qu'ils sont devant des défis climatiques, technologiques extrêmement importants. Des secteurs comme les loisirs, et notamment les compagnies aériennes, les sociétés d'hôtellerie, etc., qui ont évidemment beaucoup souffert de la crise. Les assureurs, qui malgré tout vont devoir prendre à leur charge une partie des dégâts. Vous voyez, tout un tas de secteurs qui ont énormément baissé et qui pour autant ne sont pas extrêmement attractifs aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on joue aujourd'hui finalement dans Vega Europe Conviction? Bien sûr, nous gardons nos investissements sur ces valeurs de technologie, de pharmacie, etc. Mais aussi, on essaie d'aller trouver de bonnes affaires dans des secteurs qui ont été très affectés par la crise et qui, pour autant, restent des secteurs de très grande qualité sur la durée. Et là, je pense, par exemple, aux très belles valeurs industrielles exportatrices. Le secteur de l'industrie, vous l'avez vu, a quand même pas mal souffert, mais pour nous, c'est quelque chose qui est, disons, provisoire et qui va retrouver meilleure fortune. Je pense évidemment à des Schneider, des Legrand, des très belles valeurs industrielles très bien positionnées. D'autres métiers comme la construction, des Vinci par exemple, qu'on a pu acheter en dessous de 60 pendant les semaines de crise. Je pense évidemment au secteur du luxe, qui évidemment pour l'instant pâtit de la baisse du tourisme, mais dont on sait qu'il y a là aussi un appétit des consommateurs émergents extrêmement important pour des produits très margés. Donc au total, des bonnes affaires à faire pendant cette période. D'ailleurs, plusieurs fonds Vega sont positifs depuis le début de l'année. Je pense à des fonds comme Vega Millennials, qui est à presque plus 10 depuis le début de l'année, qui joue les tendances de consommation des jeunes générations, ou Vega Disruption, qui joue justement les changements technologiques et qui est à plus 4,5 depuis le début de l'année, alors que le CAC est encore à moins 16. Donc ça reste des stratégies qui fonctionnent et que nous mettons au service, évidemment, des équipes de Véronique dans leur allocation globale d'actifs et dans la stratégie qu'elle va, elle, piloter globalement pour tous ses clients. Finalement, nous apportons des briques sur des thèmes ou sur des zones géographiques spécifiques. Très bien. Si on résume un peu ce qu'on vient de se dire pendant cette demi-heure, d'abord des constats clairement posés sur l'économie, sur nos déficits, sur les orientations de ces marchés financiers, des opportunités aussi à saisir, de la patience dont on doit très souvent faire preuve sur ces marchés financiers, c'est-à-dire pas d'affolement, en tout cas on le traduit comme ça, mais aussi, et on le voit et je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de questions de nos clients. Donc ce que je vous propose, pardon, nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions pendant notre séquence, mais nous vous répondrons individuellement sur l'ensemble des questions par thème, hors de cette séquence en direct, et bien entendu avec vos experts au quotidien à vos côtés. Alors, il y a une première question comme ça qui apparaît. On entend beaucoup sur les médias, où vous êtes régulièrement, parler de fonds ISR, ESG, socialement responsable. D'abord, c'est quoi? Ça, je crois que c'est une tendance quand même de fond, c'est que de plus en plus, les investisseurs, certes, veulent gagner leur vie, faire de la plus-value, etc., mais aussi se soucient de la manière dont les entreprises, finalement, utilisent l'argent quand elles investissent chez elles. Et les investisseurs, de plus en plus, veulent voir des bons comportements de la part des entreprises, dans la manière dont elles traitent leurs salariés, leurs clients, leurs actionnaires, dans la manière dont elles se soucient du climat, de la pollution, du traitement des déchets, dans la manière dont la gouvernance, finalement, se gère.
Et tous ces critères-là, effectivement, s'imposent de plus en plus à nous, gérants. Nous les intégrons de plus en plus dans notre pratique de gestion. Nous avons noué, par exemple, un partenariat avec une start-up canadienne qui s'appelle Impact pour obtenir, finalement, une appréciation, une notation objective sur tous les critères, sur les 17 ODD qu'a fixé l'ONU, les objectifs de développement durable, qui permet de quantifier, justement, le positionnement des entreprises. Je vous annonce là-dessus que Schneider, par exemple, est l'entreprise française la mieux notée par ce type d'organismes internationaux en matière, justement, de préservation de la planète, etc. Mais c'est un critère, effectivement, qui aura de plus en plus de poids. Alors, après le fait que ces fonds-là aient bien performé depuis le début de l'année, c'est une des autres questions. Oui. C'est-à-dire, maintenant qu'on sait ce que c'est, oui. C'est bien ou pas? Oui. Voilà, oui, c'est bien sûr, parce qu'il faut retourner compte. Après, il faut quand même dire une chose qui est quand même importante, c'est que dans la bonne performance de ces fonds depuis le début de l'année, il y a certes le fait qu'ils sont vertueux, mais vous le savez, malheureusement, la vertu ça suffit pas. Ne suffit pas. Et il y a l'absence du pétrole. Il y a l'absence du pétrole, il y a l'absence de valeurs financières en général, il y a l'absence d'automobiles. Donc il y a aussi tout ce qu'on vous a montré sur la performance des différents secteurs, qui évidemment explique tout naturellement la performance. La performance, c'est la première partie de l'année. Une autre question. Je suis client, j'ai un contrat d'assurance vie. Tout ce qu'on vient de se dire, quel impact sur mon contrat d'assurance vie? Eh ben, un impact, bien sûr, sur l'évolution du fonds général. Généralement, le contrat d'assurance vie est constitué de deux pavés majeurs. D'une part, le fonds général et éventuellement, et de plus en plus, évidemment, des UC, c'est-à-dire des unités de compte qui eux-mêmes contiennent des OPC, donc des fonds communs de placement, comme ceux que Marc vient de décrire, ou des produits à échéance, des fonds à formule, comme on le dit dans notre jargon. Donc, je crois que le premier impact de cette crise aujourd'hui sur le fonds général, c'est la baisse du rendement encore plus marquée que ce à quoi on s'attendait au cours des dernières années sur le fonds général. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Marc, les banques centrales, évidemment, sont à la manœuvre depuis la crise du coronavirus, et les banques centrales sont à la manœuvre en achetant des dettes d'État, essentiellement des dettes souveraines, d'autres dettes également, mais des dettes souveraines, pour maintenir les taux bas. Ce serait évidemment la catastrophe si les taux venaient à remonter compte tenu de l'endettement auquel ont à faire face les pays maintenant. Donc, cette volonté des banques centrales de maintenir les taux bas a pour conséquence que le fonds général, qui est un fonds qui contient essentiellement des obligations souveraines, un petit peu d'obligations dites corporate, obligations d'entreprise, va avoir très clairement un rendement qui sera extrêmement faible. Donc, quelles conséquences en tirer? C'est se diversifier, c'est aller chercher autre chose que du fonds général, c'est aller chercher des UC, aller se mettre sur le marché action pour avoir un espoir de rentabilité qui soit beaucoup plus intéressant. Alors, c'est sûr que quand on regarde les choses à très court terme, sur les derniers mois, ça n'est pas le cas. Mais encore une fois, un contrat d'assurance vie doit être envisagé avec un horizon de placement suffisamment long pour que une diversification en UC, en fonction du risque évidemment que le client est prêt à prendre, soit intéressante pour lui sur une période un petit peu plus longue. Très bien. Une autre question qui fait un peu consensus d'un certain nombre de vos remarques et qui vous oblige à vous prononcer. C'est dire, mais est-ce que je dois avoir peur ou confiance dans ces marchés financiers? Bon, je viens répondre là-dessus. Je pense que, si vous voulez, c'est dans les moments où on a peur qu'il faut acheter. Parce que quand tout va bien, quand la croissance est bonne, quand il n'y a pas de problème, quand tout est vert, finalement, le marché, lui, a déjà anticipé tout ça, il est déjà cher. Donc, si on veut pouvoir acheter à des niveaux intéressants, il faut un peu se faire violence quelque part et le faire à des moments où, justement, il y a des risques, voilà. C'est là qu'on achète à des prix raisonnables. Et c'est très important, quand on fait des actions, de venir à un moment qui ne soit pas le plus haut du marché depuis 50 ans, sinon, forcément, voilà. Donc là, on est sur les niveaux aujourd'hui un peu inférieurs à ceux de l'année 2015.
donc des niveaux que grâce à cette crise, on revoit un peu plus raisonnables. Donc, de mon point de vue, c'est un bon timing pour rentrer. Après, il faut se dire que ça ne va pas être non plus un long fleuve tranquille. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, par exemple, on le voit en ce moment, qu'on ait une sorte de deuxième vague de contamination, soit dans certains pays, soit même en Europe. On peut avoir à ce moment-là de nouvelles corrections qui seraient liées à ça. Mais ce qui, moi, me rassure énormément, c'est de voir que les banques centrales font le nécessaire pour éviter que cette crise sanitaire ne devienne une crise financière. Et ça, je pense que c'est un élément de réassurance qui fait que finalement le risque est un peu asymétrique. On voit bien que s'il y avait de nouveaux problèmes de nature économique générés par une recrudescence de la pandémie, très vraisemblablement, on aurait un complément de fuel injecté par les banquiers centraux. Très bien. Donc, beaucoup de questions. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pardon, nous ne pourrons pas répondre à tout dans le timing contraint et pour ne pas vous prendre plus de temps que ça. Mais en tout cas, on s'engage à vous répondre individuellement sur l'intégralité de vos interrogations ou avec nos experts, je vous l'ai dit, ou par écrit dans les prochains jours. Je vous propose, Véronique et Marc, peut-être un mot de conclusion, de synthèse. Vous avez envie de dire quoi à nos clients ? Moi, j'ai envie de dire que la confiance sera vraiment retrouvée lorsqu'on aura trouvé une solution médicale, c'est-à-dire un vaccin. Il est clair qu'aujourd'hui, ce qui pèse encore sur nos économies qui commencent à réussir leur déconfinement, en tout cas en Europe, ce n'est pas le cas partout dans le monde, c'est évidemment ce virus qui plane toujours au-dessus de nos têtes et qui nous pose beaucoup de problèmes. Mais je pense que tous les laboratoires médicaux sont à la recherche d'un vaccin. Je pense et j'espère que nous aurons un vaccin, on va dire début 2021, 2020 peut-être pas, et que là, la barrière de la confiance, qui est quand même essentielle dans l'économie, parce que la bourse, ça représente quoi? La bourse, finalement, c'est les entreprises, c'est les résultats des entreprises. Et les entreprises, aujourd'hui, on comprend qu'elles ne soient pas totalement sereines, mais lorsque ce vaccin sera réellement disponible, on retrouvera une sérénité et des marchés aux couleurs flamboyantes. Oui, voilà. Marc ? Moi, j'adhère vraiment tout à fait à ce qu'a dit Véronique. La seule chose que je peux ajouter par rapport à ce discours qui me paraît tout à fait sensé, c'est qu'au-delà du fait de dire qu'il faut profiter de ces moments un peu de crise pour accroître ses investissements sur les actions, ce qui est très important, c'est le choix des entreprises et des secteurs. C'est-à-dire que si vous êtes aujourd'hui sur des valeurs comme L'Oréal, comme Hermès, comme Air Liquide, comme Schneider, etc., le temps joue pour vous. Ce sont des entreprises qui vont créer encore, dans les années qui viennent, de la valeur, des nouveaux produits, gagner de nouveaux clients, et qui, dans 5 ans, dans 10 ans, vaudront plus cher qu'aujourd'hui. Si vous êtes sur des business models cycliques, où la concurrence est rude, où les marges sont serrées, où il faut tout le temps réinvestir pour la course à l'échalote, vous ne gagnerez jamais d'argent en bourse. Donc pour moi, au-delà des mouvements de haut et de bas du CAC, c'est la sélection fondamentale des dossiers, des valeurs, qui doit vraiment conduire plus que tout notre stratégie d'investissement. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux pour ces points très précis, ces analyses. J'espère qu'on aura pu vous amener aussi, chers clients, chères clientes, un certain nombre d'éclairages complémentaires que nous continuerons à faire avec vous au quotidien lorsque vous le souhaiterez. Et puis, nous reviendrons aussi sous d'autres visioconférences, sur d'autres thèmes pour compléter ensemble cette culture. Parce qu'on apprend tous les jours, cette crise, on a beaucoup appris à l'intérieur de tout ça, mais en tout cas, beaucoup d'effets de rassurance et merci pour ces interventions. Merci à vous, chers clients, chères clientes, pour votre présence nombreuse. Merci pour les questions, l'intérêt que vous avez porté à cette visioconférence sur ce thème des marchés financiers. On est très fiers d'avoir pu contribuer, je l'espère, à un certain nombre de réponses à vos interrogations légitimes. Et puis, vous aurez l'occasion de révisionner cette conférence en mode replay par le biais d'un lien Internet que nous allons vous transmettre dans les toutes prochaines heures. Dans cette attente,
et avec le plaisir de vous revoir bientôt. Je vous souhaite, au nom de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, une bonne fin de semaine et surtout, prenez soin de vous. Merci de votre confiance et à très bientôt.